Beryl est un épéiste d'âge moyen qui dirige un dojo au milieu de nulle part et mène une vie paisible. Un jour, alors qu'il s'entraîne, son père se tourne vers lui et dit qu'il aimerait vraiment avoir des petits-enfants à s'occuper. Cela fait des années que Beryl a pris la relève en tant qu'instructeur ici, mais il est toujours aussi célibataire qu'avant. Beryl répond qu'il a été trop occupé par le dojo familial pour penser à avoir des enfants, mais son père insiste pour qu'il fasse au moins un effort. Il suggère même à Beryl d'élever une de ses élèves pour qu'il puisse se marier, mais pour des raisons éthiques, Beryl refuse. Ce dojo appartient à la famille de Beryl depuis des générations, et il travaille consciencieusement comme instructeur depuis qu'il a repris le flambeau de son père. Autrefois, il rêvait de grandes choses, comme devenir un maître épéiste renommé, mais bien qu'il soit sans doute meilleur que la moyenne, il ne pense pas mériter le titre de maître épéiste. Cela dit, il se considère comme un bon professeur, car beaucoup de ses élèves sont devenus des épéistes accomplis après avoir obtenu leur diplôme. Une fois l'entraînement terminé pour la journée, Beryl rentre chez lui pour dîner avec ses parents, mais son père continue d'insister pour qu'il se marie. Le père de Beryl essaie de convaincre sa femme de faire pression sur Beryl pour qu'il trouve une épouse, mais elle répond que ces choses prennent du temps et qu'il ne faut pas le bousculer. Cependant, elle s'attend tout de même à ce que Beryl lui donne un petit enfant. Beryl s'étouffe un peu avec sa nourriture, car c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout qu'il n'a même pas de petite amie et qu'une jolie fille ne va pas simplement frapper à sa porte. Quelques secondes plus tard, on frappe à la porte, et Beryl ouvre pour trouver une jolie fille devant lui. Elle le salue comme son maître, et après l'avoir regardé de plus près, Beryl réalise qu'il s'agit d'une de ses anciennes élèves, Alucia Citrus. Beryl l'invite à entrer et lui offre une tasse de thé pour discuter. Beryl se souvient qu'Alucia était une élève douée à l'époque où il l'entraînait, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle deviendrait commandante de l'ordre des chevaliers royaux. Quoi qu'il en soit, Beryl lui demande pourquoi elle est venue, et Lucia explique qu'une partie de ses devoirs en tant que commandante est de former les nouvelles recrues, alors elle a recommandé Beryl comme instructeur spécial en escrime. Elle a même obtenu que ce soit approuvé par ordre impérial, alors elle est venue annoncer la bonne nouvelle à Beryl. Beryl n'a jamais demandé à devenir instructeur impérial, alors il envisage de refuser, mais son père lui dit qu'on peut être exécuté pour avoir désobéi à un ordre impérial, alors il ne peut pas l'ignorer. Alucia rassure Beryl en disant qu'il ne sera pas tué s'il refuse, mais qu'il subira probablement de graves conséquences, alors il ferait mieux d'accepter. Elle a déjà un carrosse qui les attend pour les emmener à la capitale, alors ils peuvent partir maintenant, et demain elle lui donnera les détails de son nouveau travail. Beryl n'en revient pas qu'Alucia s'attende à ce qu'ils partent tout de suite, mais son père est déjà d'accord avec l'idée, alors il lui souhaite bonne chance et lui dit de trouver une femme pendant qu'il sera à la capitale. D'ailleurs, il dit qu'Alucia ferait une excellente épouse pour Beryl, mais ce dernier lui demande d'arrêter de dire des choses pareilles parce que ça met Alucia mal à l'aise. L'écart d'âge est bien trop grand pour qu'ils forment un couple, mais Alucia murmure qu'elle ne serait pas contre. Quoi qu'il en soit, Beryl ne veut pas découvrir quelles sont ces graves conséquences, alors il accepte l'offre et accompagne Alucia à la capitale. Pendant qu'ils sont dans le carrosse, Beryl remarque qu'Alucia utilise toujours l'épée qu'il lui a offerte. C'est une épée que Beryl donne à tous les élèves qui obtiennent leur diplôme de son dojo, et Alucia a pris grand soin de la sienne depuis qu'il la lui a donnée. Beryl est content de voir qu'elle accorde tant de valeur à son cadeau, mais il ne pense pas que cette épée soit assez bonne pour une commandante comme elle. Il dit qu'elle pourrait trouver mieux chez n'importe quel forgeron, mais Alucia répond que cette épée est parfaite pour elle. Beryl suppose qu'elle doit être si attachée à cette épée parce que, en tant qu'ancien maître, elle croit encore que tout ce qui vient de Beryl est supérieur, mais il n'est qu'un épéiste ordinaire, alors il ne pourrait jamais être à la hauteur en tant qu'instructeur spécial. C'est alors qu'Alucia prend la parole et dit qu'elle est ravie que le maître épéiste campagnard vienne enfin à la capitale. Beryl ne sait pas de qui elle parle, car il n'est pas un campagnard et il n'est certainement pas un maître épéiste, mais elle lui dit qu'il est bien connu dans le monde de l'escrime. Il a formé des dizaines d'élèves qui sont devenus des épéistes et des aventuriers légendaires, alors il est un peu une légende vivante, même si elle n'est pas contente du surnom qu'il a reçu. Beryl trouve l'histoire intéressante, mais il est convaincu qu'Alucia est la seule à le considérer comme un maître épéiste. Bientôt, ils arrivent à la capitale royale, alors Alucia dépose Beryl dans une auberge pour qu'il puisse se reposer, et elle dit qu'elle viendra le chercher demain matin. Le lendemain, Alucia emmène Beryl au château et le présente à l'ordre des chevaliers. Elle informe toutes les recrues que Beryl est si fort qu'elle-même ne pourrait pas rivaliser avec lui, alors elle devrait être honorée d'avoir un homme si compétent comme professeur. Cependant, quelques chevaliers ne pensent pas que Beryl mérite une position si élevée, et l'un d'eux est particulièrement mécontent de cette situation. Peu après, Beryl discute avec Alucia dans les couloirs, et elle le félicite pour être officiellement devenu instructeur spécial. Elle lui dit qu'il n'aura besoin de venir entraîner les recrues que 3 ou 4 fois par mois, alors cela ne devrait pas trop interférer avec ses leçons habituelles au dojo. C'est alors qu'une fille arrive en courant vers Beryl, tellement excitée de revoir son maître qu'elle peut à peine se contenir. Elle s'appelle Kuruni, et c'était une élève du dojo de Beryl il y a 2 ans.
Il se souvient que son rêve était d'intégrer l'ordre des chevaliers, alors il est content de voir qu'elle a réussi. Bien que Kuruni ne soit encore qu'une stagiaire, elle a encore beaucoup de travail avant de devenir une vraie chevalière. Cela dit, elle est heureuse de s'entraîner à nouveau sous la direction de Beryl, et c'est la même chose pour Alucia. Plus tard dans la journée, Beryl retourne chez lui, mais en ouvrant la porte, il découvre qu'un autre de ses élèves est venu lui rendre visite. Il s'appelle Randrid, et il est venu présenter à Beryl sa femme et son nouveau-né. Beryl est heureux de voir que Randrid se porte bien, mais son père l'interrompt et dit que Beryl ne devrait pas revenir à la maison tant qu'il n'aura pas une femme et un enfant comme Randrid. En parlant de Randrid, après avoir obtenu son diplôme du dojo de Beryl, il est devenu un aventurier de Ramplatine, mais maintenant qu'il a un enfant, il veut prendre sa retraite et retourner vivre au village. Le Ramplatine est assez difficile à atteindre, alors Beryl est surpris que Randrid soit prêt à y renoncer si facilement, mais d'un autre côté, être aventurier est un travail dangereux, alors il ne veut probablement pas prendre de risques maintenant qu'il a un enfant à charge. Pendant qu'il est là, Randrid promet de faire de son mieux pour diriger le dojo, mais Beryl ne comprend pas de quoi il parle. Le père de Beryl lui explique que puisque Randrid est assez compétent, il peut reprendre le rôle d'instructeur du dojo, ce qui signifie que Beryl n'aura plus besoin de rester ici, alors son père le met à la porte, même si Beryl est propriétaire de cette maison. Le lendemain, Beryl explique toute la situation à Alucia et dit qu'il doit trouver une maison dans la ville. L'auberge où il a dormi hier était un peu trop luxueuse pour y rester définitivement, alors il veut trouver un endroit plus abordable, et Alucia est plus qu'heureuse de l'aider à chercher. Elle lui demande s'il aimerait venir vivre chez elle, mais Beryl ne pense pas que ce serait approprié, alors, au grand désappointement d'Alucia, il décline. Alucia lui demande ensuite s'il veut aller manger avec elle, puisqu'il est l'heure du déjeuner, et Beryl est d'accord, alors il se dirige vers un restaurant. Cependant, pendant qu'il marche, quelqu'un traite Alucia déhontée pour se promener en ville avec un homme et l'appeler « maître » sans réfléchir. La fille et Alucia semblent avoir un passé conflictuel, et la fille trouve scandaleux qu'une fière commandante des chevaliers se promène avec un homme au hasard. Beryl essaie de cacher son visage pour éviter les conflits, mais la fille veut voir son visage, alors elle baisse la carte, et dès qu'elle reconnaît Beryl, elle l'appelle maître. Beryl est confus parce qu'il ne sait pas qui elle est, alors elle lui rappelle qu'elle s'appelle Serena et qu'il l'a sauvée autrefois et lui a appris à manier l'épée. Beryl met un moment à s'en souvenir, mais il finit par se rappeler avoir trouvé une fille blessée il y a 20 ans. Il l'avait recueillie et soignée avant de lui apprendre à se battre, mais il ne l'avait pas revue depuis plus de 10 ans, alors il est agréablement surpris de voir qu'elle est devenue une aventurière de rang noir. Serena s'excuse de ne pas avoir rendu visite à Beryl toutes ces années, mais elle est aussi curieuse de savoir pourquoi il est soudainement dans la capitale royale. Alucia explique que Beryl a été nommé instructeur spécial pour l'ordre des chevaliers, alors il déménage à la capitale, et elle est là pour l'aider à trouver une auberge adaptée. Cependant, Serena dit qu'elle serait bien meilleure pour trouver un logement, car en tant qu'aventurière, elle a l'habitude des auberges. Serena et Alucia commencent à se disputer pour savoir qui accompagnera Beryl dans sa recherche de logement, et Beryl ne comprend pas pourquoi elle se déteste autant, mais avec leur aide, il finit par trouver une auberge qui lui convient. Il les remercie toutes les deux pour leur aide, mais il leur demande d'arrêter de se disputer pour lui, car il ne supporte plus les cris. Par respect pour Beryl, elles arrêtent de se disputer et rentrent chez elles en silence. Beryl les regarde depuis une fenêtre, et bien qu'il ne puisse pas dire qu'il appréciera toute l'agitation de la vie en ville, il trouve agréable d'avoir autant de ses élèves autour de lui pour s'occuper de lui. Le lendemain, l'ordre des chevaliers s'entraîne comme d'habitude, et le vice-commandant, Ambry, domine absolument tous les autres avec son talent. Après avoir vaincu son partenaire d'entraînement, Alucia fait une annonce soudaine et informe tout le monde qu'il y a un changement d'emploi du temps. Au lieu d'une fois par semaine, Beryl commencera à les instruire à partir d'aujourd'hui, alors elle s'attend à ce qu'ils travaillent plus dur que jamais. Beryl leur dit qu'il est heureux d'être là, mais avant qu'il ne puisse commencer sa première leçon, Ambry s'approche et dit qu'il a quelque chose à dire. Pour être instructeur spécial de l'ordre des chevaliers, Beryl doit posséder un certain niveau de force, alors il le met au défi en duel. Ambry n'essaie pas d'être irrespectueux, il veut simplement s'assurer que Beryl est à la hauteur, et en tant que vice-commandant, il est dans son droit de demander un duel, alors Alucia le sanctionne. Beryl aimerait vraiment qu'elle arrête d'accepter des choses en son nom, mais puisqu'Ambry l'a défié, il n'a d'autre choix que de se préparer pour le duel. Ambry est convaincu qu'Alucia ne pense autant de bien de Beryl que parce qu'il était son instructeur quand elle était enfant, mais cela ne signifie pas que Beryl est fait pour être instructeur spécial de l'ordre des chevaliers, alors Ambry va le prouver en le battant maintenant. Beryl est d'accord avec Ambry, car il ne pense pas être à la hauteur, mais ce serait mauvais pour Alucia si l'homme qu'elle a recommandé perdait facilement, alors il décide de faire de son mieux contre Ambry. Le duel commence, et Ambry charge pour attaquer Beryl. Beryl commence à parer les attaques, et il est impressionné par la puissance et la vitesse de Ambry, mais il sait que s'il peut dévier l'une des frappes parfaitement, cela laissera Ambry à découvert, et il pourra contre-attaquer.
C'est exactement ce qu'il fait, et Ambry reste sans voix, car dans un vrai combat, il serait mort à cet instant. Cela compte comme un point pour Beryl, alors ils retournent à leur position de départ, et Ambry recommence à attaquer. Beryl ne peut toujours pas croire à quel point Ambry est fort, mais tous ses mouvements sont prévisibles, alors il a pu les parer assez facilement. Ambry réalise qu'il ne touchera pas Beryl s'il ne donne pas tout, alors il utilise sa technique signature pour attaquer. La technique de la lame rugissante a tant de puissance qu'elle ne peut être bloquée ou parée, alors il n'y a aucun moyen pour Beryl de gagner ici. Cependant, après que Ambry a brandi son épée, Beryl disparaît et réapparaît derrière lui, son épée près du cou de Ambry. Avec cela, Beryl a officiellement gagné le duel, et Ambry n'est même pas en colère, il est simplement impressionné par la technique que Beryl vient de montrer, et il s'excuse pour avoir été si impoli plus tôt. Plus tard, Ambry organise une fête pour accueillir Beryl en tant que nouvel instructeur, mais il veut vraiment savoir comment Beryl a réussi à contrer son mouvement signature. Beryl explique qu'il a simplement bougé en synchronisation avec la rotation de Ambry, ce qui l'a amené derrière lui, mais c'est beaucoup plus difficile à faire qu'il ne le laisse entendre. Quoi qu'il en soit, Ambry a hâte de s'entraîner sous la direction de Beryl, tout comme les autres. Une semaine s'est écoulée depuis que Beryl est devenu instructeur ici, et alors que 2 des chevaliers s'entraînent ensemble, il vient leur donner quelques conseils. Il a observé leur façon de combattre, et leur maniement de l'épée est correct, mais il pense qu'ils doivent travailler leur distance. Il leur montre que si l'on se concentre trop sur l'épée de son adversaire, celui-ci peut se rapprocher sans que l'on s'en aperçoive. Cela n'a l'air de rien, mais dans un vrai combat à l'épée, un demi-pas de distance peut faire la différence entre la victoire et la défaite. Beryl pensait qu'il ne faisait que donner un conseil de base à ses élèves, mais à la façon dont tout le monde le regarde, on pourrait croire qu'il vient de cracher les meilleures barres de tous les temps. Depuis le duel entre Beryl et Amblitz, les chevaliers considèrent chaque parole de Beryl comme parole d'évangile, et Beryl doit admettre que cela lui facilite grandement la tâche. Une fois l'entraînement terminé, Beryl s'assoit pour se détendre et Amblitz lui tend une serviette pour essuyer sa sueur. Quelques minutes plus tard, Kuruni s'approche de Beryl et lui demande s'il a des projets pour la suite. Beryl n'avait pas vraiment l'intention de faire quoi que ce soit, alors Kuruni lui demande s'il aimerait qu'elle lui fasse visiter la ville. Maintenant que Beryl y pense, il n'a pas encore eu l'occasion de voir grand-chose à Boltrin. Il accepte donc l'offre de Kuruni, qui part en courant se changer. Pendant ce temps, Alucia est occupée à rencontrer les officiels royaux pour leur faire un rapport sur l'état de l'ordre des chevaliers, en particulier avec un nouvel instructeur spécial qui a été embauché récemment. Alucia leur assure que Beryl a dépassé toutes les attentes, et comme il n'y a plus rien à discuter, la réunion se termine. Les gens l'avaient prévenue que si elle voulait continuer à développer son art de l'épée, elle devrait éviter de devenir capitaine de chevalier à cause de toute la bureaucratie. La seule raison pour laquelle elle a accepté ce poste, c'est qu'elle avait besoin d'une position de pouvoir pour amener Beryl à la capitale. Lorsqu'Alucia était encore enfant, ses parents l'avaient emmenée au dojo de Beryl pour qu'elle apprenne à se défendre, et dès qu'elle avait rencontré Beryl, elle avait su que c'était quelqu'un de gentil. Une fois qu'elle a rejoint le dojo, Beryl lui a fait pratiquer ses coups d'épée et sauter par-dessus des souches d'arbres pour améliorer sa mobilité. Il lui fit également faire des exercices de force de base, et bien que ses méthodes aient pu être un peu moins orthodoxes, Alucia se sentit très vite à l'aise avec le sabre. Un jour, Beryl demanda à Alucia si elle voulait faire un combat simulé avec lui, et elle accepta avec enthousiasme car elle voulait montrer tout ce qu'elle avait appris. Cependant, lorsqu'elle affronta Beryl, elle ne trouva aucune ouverture dans sa position. Comme Alucia avait grandi auprès de Beryl, elle pensait que tous les instructeurs de sabre étaient aussi bons que lui, mais un jour, lorsque Beryl les emmena participer à un combat simulé contre un autre dojo, elle réalisa qu'elle se trompait. La personne qu'elle affrontait était pleine d'ouverture et avait la patience d'un enfant en bas âge, car elle attaquait Alucia à l'aveuglette, sans plan. Comme on pouvait s'y attendre, Alucia l'a battue à plate couture, alors qu'elle n'était même pas en mesure de relever le défi. Une fois le combat simulé terminé, Beryl et ses élèves retournent à leur dojo, et Beryl est heureux que ses élèves aient eu la chance d'affronter des personnes ayant des styles de combat différents. À ce propos, Alucia demande à Beryl si son dojo est meilleur que la moyenne par rapport aux autres, mais il n'aime pas penser à cela. Bien sûr, ils ont peut-être gagné le combat simulé aujourd'hui, mais il est plus important de se concentrer sur ce que l'on a appris de l'expérience plutôt que sur le fait de gagner ou de perdre. Alucia comprend ce que Beryl essaie de dire, mais elle remarque alors que son épingle à cheveux a disparu. Elle se rend compte qu'elle a dû la laisser tomber au dojo et qu'elle est très importante pour elle, alors elle dit à Beryl qu'elle va retourner la chercher. Alucia finit par arriver à l'autre dojo et commence à chercher l'épingle à cheveux qu'elle a laissé tomber, mais malheureusement, il semble que le type qu'elle a vaincu l'ait trouvé avant elle. Pendant une seconde, on a cru qu'il allait être gentil et la donner sans causer d'ennui, mais cela aurait été trop logique. Au lieu de cela, il jette l'épingle à cheveux dans le dojo et dit qu'Alucia va devoir les prendre tout en même temps si elle veut récupérer son épingle. Elle l'a peut-être battue lors du simulacre de combat,
mais il ne peut pas perdre quand tous ses amis le soutiennent. Compte tenu de leur piètre maîtrise de l'épée, Alucia pourrait avoir une bonne chance de les battre à elle seule, mais elle sait que Beryl ne voudrait pas qu'elle utilise ses compétences pour frapper d'autres personnes, alors elle reste là, prête à se faire battre. Cependant, avant que l'abruti ne puisse la frapper au visage, Beryl s'avance devant Alucia et prend le coup à sa place. Le coup ne l'a pas endommagée, mais il lui fait quand même un peu mal, et il demande aux garçons si c'est vraiment comme ça qu'ils veulent utiliser leur talent d'épéiste. L'abruti ne comprend toujours pas qu'il fait n'importe quoi et tente de frapper Beryl à la tête cette fois-ci. Mais Beryl se baisse facilement et désarme l'abruti d'un seul coup. Il part ensuite les coups de plusieurs amis du crétin, mais avant que les choses ne s'aggravent, le maître du dojo arrive. Il a entendu le vacarme et a accouru dès qu'il a pu, mais il est très déçu de voir ses élèves se comporter d'une manière aussi peu civilisée. Il s'agenouille pour s'excuser sincèrement auprès de Beryl et promet de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Beryl et Alucia commencent à marcher ensemble vers la maison, et Beryl explique qu'il a eu un mauvais pressentiment quand Alucia est allée chercher son épingle à cheveux, alors il a suivi pour s'assurer qu'elle allait bien. Alucia se sent mal parce que Beryl s'est fait frapper à cause d'elle, mais il lui dit que le coup n'était pas si grave et qu'en plus, elle n'a rien fait de mal, donc elle n'a pas à s'en vouloir pour ce qui s'est passé. Au contraire, il pense que c'est de sa faute car, en tant que professeur d'Alucia, il n'aurait pas dû la laisser aller seule dans une situation potentiellement dangereuse. Les années passent et Alucia se retrouve au milieu d'un autre simulacre de combat avec Beryl. La forme de Beryl est toujours aussi solide, mais cette fois, alors qu'il brandit son épée, Alucia parvient à le suivre et à marquer un point contre Beryl, pour une fois. Beryl est surpris de voir à quel point Alucia s'est améliorée, mais il pense qu'elle est enfin prête à quitter son dojo et lui remet son sabre de cérémonie. Alucia s'était rendu compte que Beryl ignorait à quel point ses compétences au sabre étaient divines, et elle ne voulait vraiment pas quitter son dojo parce qu'elle avait encore beaucoup à apprendre de lui, mais en même temps, elle ne voulait pas causer d'ennui à Beryl, alors elle ne s'est pas disputée avec lui à ce sujet. Au lieu de cela, elle a décidé de prouver que les techniques de Beryl étaient supérieures à toutes les autres. Elle s'est donc inscrite au programme de l'Ordre des Chevaliers et a passé le test d'entrée. Et comme elle s'y attendait, pendant le test, aucun des autres candidats n'a été à la hauteur de l'entraînement que Beryl lui a donné. Même les examinateurs n'ont pas pu la suivre, et ils n'ont eu aucune chance face à Beryl. Il possède un temps de réaction quasi humain et des capacités d'observation qui dépassent de loin celles d'une personne normale. Il ne fait donc aucun doute pour Alucia que Beryl est le plus grand épéiste du monde. Cependant, Beryl n'est pas conscient de ses compétences, et le connaissant, il serait heureux de vivre le reste de ses jours comme un maître d'épée inconnu, mais Alucia a refusé de laisser son maître rester méconnu. Grâce à ses compétences, elle gravit lentement les échelons de l'ordre des chevaliers dans l'espoir d'obtenir le pouvoir de soutenir Beryl. Lorsqu'elle a finalement obtenu le poste de commandant des chevaliers, 10 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté le dojo de Beryl, et pendant cette période, Beryl était devenue encore plus extraordinaire que dans les souvenirs qu'elle en avait. Elle se sent un peu coupable de l'avoir nommé instructeur sans lui demander son avis, mais c'était le seul moyen de le faire quitter le village et d'obtenir une certaine reconnaissance. Elle retourne à la salle d'entraînement et rencontre Amblitz pour lui demander comment s'est déroulé l'entraînement avec Beryl. Amblitz lui répond que c'était formidable et qu'ils ont tous beaucoup appris de lui aujourd'hui. Alucia ne voit pas Beryl dans les parages, alors elle lui demande s'il est déjà rentré chez lui pour la journée, mais Amblitz lui répond qu'il est en fait parti avec Kuruni parce qu'elle a dit qu'elle voulait lui faire visiter la ville. Alucia devient un peu jalouse en entendant cela, car cela signifie que Kuruni a demandé à Beryl de sortir avec lui, et elle aurait aimé y penser en premier. Pendant ce temps, lors du rendez-vous de Beryl et Kuruni, elle lui montre toutes les belles boutiques de la ville, et Beryl est étonné de voir à quel point cet endroit est animé par rapport à son village. Il se demande cependant pourquoi Kuruni l'a emmené dans le quartier ouest puisque toutes les attractions touristiques, comme l'église et le palais, sont censées se trouver dans le quartier nord. Kuruni lui répond qu'il a raison, mais qu'une fois qu'on a vécu assez longtemps dans la ville, on voit le palais et l'église tout le temps, et que cela devient un peu ennuyeux au bout d'un certain temps, mais Beryl avait hâte de les voir. Alors qu'il marche toujours dans le marché, Beryl entend quelqu'un l'appeler, il se retourne et découvre une jeune fille qui marche vers lui. Elle l'appelle maître. Elle doit donc être l'une de ses élèves, mais il n'a aucune idée de qui il s'agit. Elle semble également être une bonne amie de Kuruni, mais il ne se souvient toujours pas de qui elle est. Déçue que son maître l'ait oubliée, la jeune fille montre son épée pour lui rappeler qu'elle était l'une de ses élèves. Beryl réfléchit encore quelques secondes et se souvient enfin de l'endroit où il a déjà vu la jeune fille. Elle s'appelle Ficelle, et c'était bien l'une de ses élèves. Elle a passé 2 ans à s'entraîner aux côtés de Kuruni, même si elle avait l'air bien différente à l'époque. Cela fait 5 ans que Beryl ne l'a pas vue, elle a donc dû beaucoup grandir depuis, et elle se débrouille plutôt bien dans la capitale puisqu'elle est maintenant la du corps magique. Beryl est heureux d'apprendre qu'elle se débrouille bien, mais il est un peu surpris qu'elle ait rejoint le corps magique, car il ne se souvient pas lui avoir appris quoi que ce soit sur la magie. Kuruni demande à Ficelle si elle est venue faire des achats.
Elle lui explique qu'elle est venue acheter des accessoires magiques. Beryl n'a jamais entendu parler d'accessoires magiques auparavant, alors Ficelle en prend un et explique qu'il permet à n'importe qui d'utiliser la magie, bien qu'elle soit capable d'utiliser la magie sans aucun accessoire. Beryl est surprise que Ficelle puisse vraiment utiliser la magie toute seule, mais d'un autre côté, elle a dit qu'elle faisait partie du corps magique, donc c'est logique. À ce moment-là, Beryl entend une femme crier parce qu'on lui a volé son sac à main. Dès qu'il s'en aperçoit, Beryl s'apprête à poursuivre le type, mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Ficelle lui dit qu'il peut la laisser s'en occuper. Elle dégaine alors son épée et la recouvre de magie avant de la trancher en direction du voleur. Son coup libère une décharge d'énergie magique qui attache les jambes du voleur, et une fois qu'il a touché le sol, Kuruni l'appréhende. Beryl est impressionné par la façon dont il gère la situation, en particulier par la magie de Ficelle, car il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Ficelle explique qu'elle recouvre l'épée de magie chaque fois qu'elle se bat, et que l'entraînement de Beryl est très utile pour adapter la magie au combat. Elle est donc reconnaissante, et Beryl est également reconnaissant que Ficelle utilise encore toutes les techniques qu'il lui a enseignées. Le lendemain matin, Beryl se lève tôt pour aller se promener dans la ville, mais pendant qu'il marche, il entend quelqu'un l'appeler par son nom. Il se retourne et découvre une petite fille qui se tient là, alors il lui demande si elle s'est perdue. La petite fille lui reproche de la traiter comme une enfant parce qu'elle est la chef du corps de magie, mais Beryl pense que la petite fille ne fait que jouer, alors il ne la croit pas. La jeune fille commence à être frustrée par le fait que Beryl ne la croit pas, alors elle démontre son pouvoir en faisant jaillir une énorme boule de feu de son doigt. Beryl finit par croire qu'elle fait partie du corps des magiciens, mais il est surpris qu'une si petite fille puisse utiliser la magie de la sorte. Elle lui dit d'arrêter de l'appeler « petite fille », qu'elle s'appelle Lucie et qu'elle est une adulte à part entière. D'accord, le terme « adulte » est peut-être un peu exagéré, mais elle est beaucoup plus âgée que Beryl, et elle ne tolérera pas qu'il la traite comme une enfant. Ficelle lui a parlé de Beryl et de son extraordinaire personnalité, alors elle a voulu le rencontrer en personne. Elle est persuadée que Beryl doit être un excellent professeur car l'habileté de Ficelle à l'épée est exceptionnelle, mais Beryl affirme que le succès de Ficelle est dû à son propre travail, et qu'il n'a fait que lui enseigner les rudiments du métier. Beryl s'est promenée avec Lucie par politesse, mais elle finit par l'entraîner dans une zone très ouverte, et n'importe quel joueur peut deviner où cela mène. Lucie est très attachée à sa magie, et s'entraîne tous les jours pour s'améliorer autant que possible. Cependant, elle n'a personne avec qui s'entraîner, mais comme Beryl est un maître d'épée légendaire, elle pense qu'il sera un bon défi pour elle. Avant même que Beryl ne puisse répondre, elle tente de le frapper avec un jet de feu, mais il saute en arrière pour l'esquiver à temps. Beryl aurait préféré éviter de se battre, mais vu la façon dont Lucie le fixe, il semble qu'elle ne le laissera pas partir tant qu'il ne lui aura pas livré un vrai combat, alors il dégaine son épée et s'apprête à l'affronter. Lucie lance une énorme boule de feu sur Beryl, qui saute pour s'écarter et commence à se déplacer pour éviter l'attaque. Lucie continue de lui lancer des boules de feu, mais Beryl est capable d'esquiver et de parer tout ce qu'elle lui lance, alors elle décide de changer les choses et utilise la magie de la glace pour créer 3 boules de glace. Elle lance les boules de glace sur Beryl, et malgré leur taille, il peut facilement couper la glace en deux d'un seul coup d'épée. Après avoir vu ce que Beryl peut faire, Lucie s'investit encore plus dans ce combat, mais Beryl veut en finir au plus vite, alors il commence à charger vers elle. Il ne veut pas la blesser, il a donc l'intention d'utiliser la poignée de son épée pour l'assommer, mais juste au moment où il arrive à distance de frappe, Lucie se couvre de flammes pour forcer Beryl à reculer. Il l'a inquiétée pendant une seconde, car elle sait qu'elle serait assommée instantanément si elle laissait Beryl s'approcher trop près. Beryl commence vraiment à regretter de ne pas pouvoir utiliser la magie, car il est vraiment difficile de la combattre avec une épée, mais Lucie ne fait que commencer. Elle invoque encore plus de boules de feu derrière Beryl, ce qui l'oblige à recommencer à courir. Lucie trouve amusant que Beryl se contente de courir sans plan, mais c'est la première fois qu'il affronte un sorcier, alors il n'a pas vraiment de livre de stratégie pour cela. Les boules de feu finissent par cesser de pleuvoir, mais alors que Beryl se croit en sécurité, Lucie dépose une énorme boule de glace sur lui. Il la repère à temps et la part en direction de Lucie, mais celle-ci parvient facilement à la détruire avec sa magie de feu. Beryl tente donc de profiter de cette ouverture pour attaquer, mais Lucie n'est pas au bout de ses peines et utilise la magie de la foudre pour le faire reculer. Beryl n'a pas encore réussi à porter une attaque solide sur Lucie, mais elle n'a pas non plus réussi à toucher Beryl, et cela commence à la frustrer. Elle espérait en finir avec les sorts de base, mais comme Beryl a résisté si longtemps, elle décide d'utiliser son atout. Beryl la voit s'arrêter un instant et pense que c'est l'occasion d'attaquer, mais une seconde plus tard, il s'immobilise car Lucie vient d'invoquer un trou noir. Il ne sait pas exactement ce que cette chose est censée faire, mais il sait qu'il sera malheureux s'il se précipite, alors il attend patiemment que Lucie fasse un geste. Mais elle abandonne soudain et dissipe sa magie. Il est inutile de poursuivre le combat si Beryl est capable de garder son sang-froid face à un trou noir, alors elle s'excuse d'être allée trop loin et dit qu'ils peuvent en rester là pour aujourd'hui.
Beryl est soulagée de ne plus avoir à se battre contre elle, car c'est très éprouvant pour les nerfs d'affronter quelqu'un comme Lucy, mais par curiosité, il veut savoir ce qui se serait passé si elle avait décidé de lancer son sort, et Lucy lui explique qu'en théorie, le sort aurait dû réduire le corps de Beryl en miettes. Certes, elle comprend pourquoi Ficelle admire tant Beryl, car la plupart des gens qui ont vu ce sort se seraient immédiatement évanouis de peur, et c'est la première fois qu'elle rencontre un épéiste comme Beryl, capable de se battre avec autant d'ardeur. Cela dit, elle est vraiment désolée de l'avoir forcé à se battre en duel, alors elle lui dit de venir à l'institution magique plus tard, et elle se rattrapera personnellement pour tous les ennuis qu'elle a causés. En fin de journée, Beryl se rend comme d'habitude à la salle d'entraînement pour enseigner aux élèves, et pendant sa pause, il croise Ficelle dans le couloir. Elle est venue livrer des potions de soins magiques au nom de l'Institut de magie, et elle dit à Beryl qu'il peut en prendre une pour lui. Il essaie de refuser car les potions de guérison sont très chères, mais Ficelle lui dit que celle-ci est gratuite pour s'excuser de ce qui s'est passé avec Lucy ce matin. Beryl était encore à moitié convaincue que Lucy n'était qu'une petite fille, mais Ficelle lui explique que Lucy utilise la magie pour garder l'apparence d'une jeune fille, et que personne ne connaît son âge. Malgré tout, Beryl est surpris que Lucy ait pu mettre autant de puissance dans un corps aussi petit, car il craignait vraiment de mourir lorsqu'elle l'attaquait. Il ne veut plus jamais se battre contre un autre sorcier après ce qui s'est passé, mais Ficelle lui dit que Lucy est un cas particulier. Les sorciers normaux ne peuvent pas lancer de la magie en continu comme elle le fait, alors il serait probablement capable de battre la plupart des sorciers dans un combat. Juste à ce moment-là, Alucia arrive et dit à Beryl qu'il vient de recevoir une demande spéciale. Il est curieux de savoir ce qu'il en est, et Alucia l'emmène dans une pièce où ils rencontrent tous deux Surna. Elle leur dit que la guilde des aventuriers aimerait engager Beryl pour organiser un entraînement spécial pour les nouveaux aventuriers en préparation de leur première descente dans un donjon. En entendant parler des nouveaux aventuriers, Beryl se remémore ses jeunes années, lorsqu'il voulait devenir aventurier. Les objets trouvés dans les donjons peuvent avoir une grande valeur, et Beryl était impatient d'en conquérir un, mais il s'est fait battre par des monstres dès son premier jour, alors il est rentré chez lui et n'a plus jamais essayé de partir à l'aventure. Il leur dit qu'il pense que l'aventure est une activité dangereuse. C'est justement pour cela qu'ils veulent qu'il forme les nouveaux aventuriers. Ils ont déjà fait tous les préparatifs nécessaires, et cela n'interfère pas avec son travail d'instructeur spécial ici, donc rien ne l'en empêche. Surna l'invite donc à se rendre à la guilde des aventuriers et à rencontrer le maître de la guilde pour en discuter. La guilde des aventuriers étant proche, Surna y emmène Beryl immédiatement et, une fois arrivés, ils entrent dans le bureau du maître de la guilde. Cependant, à la surprise de Beryl, il trouve Lucy qui l'attend sur le canapé. Elle a entendu parler du travail que la guilde des aventuriers lui a offert, et comme elle est très amie avec le maître de la guilde, elle s'est précipitée pour rencontrer Beryl à nouveau. Le maître de la guilde, Nidus, se présente alors, et avec tout ce qu'il a entendu sur Beryl de la part de Surna et de Lucy, il n'a aucun doute sur le fait que le choisir était la bonne décision. Beryl tente de rappeler à Nidus qu'il n'a pas encore accepté le poste, mais ses paroles sont complètement ignorées. Nidus désigne son assistant, Megan, et dit à Beryl qu'il peut discuter des détails du poste avec lui, mais avant cela, Megan veut clarifier quelque chose. Il demande à Beryl s'il a une quelconque expérience en tant qu'aventurier, et Beryl répond par la négative. Megan commence alors à se demander si Beryl est vraiment apte à former de nouveaux aventuriers. Beryl est très heureux que Megan ait dit cela, car il n'aura peut-être plus à accepter le poste, mais le commentaire de Megan a énervé Surna et Lucy, qui s'étaient déjà portées garantes de Beryl. Pourtant, Megan continue de douter de lui. Avec tout le respect que je lui dois, Megan ne fait que veiller à la sécurité des aventuriers, car on a signalé récemment d'étranges comportements de monstres. Nidus comprend le point de vue de Megan et lui demande ce que Beryl devrait faire pour gagner son approbation. Megan répond que si Beryl parvient à gagner un duel contre la Surna de rang noir, il prouvera qu'il est un enseignant qualifié. Cela semble assez simple, et puisque Surna est d'accord avec l'idée, au grand désarroi de Beryl, Nidus dit qu'il va organiser le duel immédiatement. En peu de temps, Beryl et Surna sont toutes deux sur le terrain d'entraînement, et une foule immense s'est déjà rassemblée autour d'elle. Tous sont impatients de voir contre qui la légendaire Surna va se battre, et Surna est tout aussi excitée à l'idée de combattre à nouveau son maître. À l'époque où Surna était une petite fille, elle et ses parents faisaient partie d'une caravane commerciale, mais au milieu du voyage, ils ont été attaqués par une bête qui a déchiré un chariot en lambeaux. Dans un effort désespéré pour sauver leur fille, les parents de Surna l'ont jetée du haut de la falaise voisine, si bien qu'elle a été la seule à survivre à l'incident ce jour-là. Lorsqu'elle se réveilla enfin, elle trouva Beryl debout au-dessus d'elle. Il la ramena chez lui pour soigner ses blessures, et une fois qu'elle se sentit un peu mieux, il commença à lui poser quelques questions. Il lui fait dire qu'elle s'appelle Surna, mais quand il lui parle de ses parents, elle commence à avoir une crise de panique, et Beryl lui dit de se reposer jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Comme Surna n'a nulle part où aller,
Beryl demande à ses parents s'ils accepteraient de la laisser vivre ici, au moins jusqu'à ce qu'ils lui trouvent une nouvelle maison. Au début, elle hésitait à s'ouvrir à eux, mais un matin, elle vit par hasard Beryl s'entraîner avec son épée. Beryl vit qu'elle était intriguée et lui demanda si elle voulait se joindre à lui. Surna commença alors à s'entraîner avec Beryl dès qu'elle en avait l'occasion, et tandis qu'il lui enseignait les rudiments du maniement de l'épée, ils se rapprochèrent beaucoup tous les deux. En conséquence, Surna devint plus sociable, et un matin, alors que Beryl se préparait à commencer ses cours dans son dojo, il vit Surna qui attendait dehors, son sabre à la main, et il l'invita à se joindre à lui. Surna prenait son entraînement au sabre très au sérieux, et elle aurait aimé rester avec la famille de Beryl pour toujours, mais finalement, une famille s'est présentée qui était prête à l'adopter, et Beryl et ses parents l'ont encouragée à aller avec eux parce qu'ils pensaient que c'était ce qu'il y avait de mieux pour elle. Surna ne voulait vraiment pas partir, mais en même temps, elle ne voulait pas causer d'ennui à Beryl, alors elle l'a remercié pour tout ce qu'il avait fait pour elle, et ils sont partis chacun de leur côté. Quelques années plus tard, Surna était déjà devenue une aventurière de rang or, et elle était en mission d'escorte lorsque la caravane fut soudainement attaquée par un groupe de bandits. Le chef des bandits était connu pour être un dangereux épéiste, et son coéquipier l'a donc averti de faire attention, mais avant qu'il ne s'en rende compte, Surna avait déjà sauté dans les airs pour attaquer les bandits, et en peu de temps, ils étaient tous inconscients sur le sol. Si Surna a choisi de devenir aventurière, c'est pour deux raisons principales. D'une part, parce qu'elle veut prévenir le plus de tragédies possible pour que personne n'ait à vivre ce qu'elle a vécu, et d'autre part, parce qu'elle veut mettre à profit toutes les compétences que Beryl lui a enseignées. Maintenant qu'elle a la chance de retrouver Beryl après 20 ans, elle compte bien lui montrer à quel point elle s'est améliorée depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Beryl n'est pas vraiment ravi de ce duel, mais il voit à quel point Surna est enthousiaste, et en tant que maître, il se doit de lui offrir un bon combat. Au début du duel, Surna charge en avant et commence à attaquer Beryl avec un barrage incessant de coups d'épée. Elle est incroyablement rapide, mais Beryl est toujours capable de suivre ses attaques, si bien qu'elle ne peut pas porter un seul coup. Surna est ravie de la tournure que prend le combat, car cela fait longtemps qu'elle n'a pas pu affronter quelqu'un à pleine puissance sans craindre de le blesser, et Beryl est heureux de voir que Surna a gagné en puissance depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Il voit bien qu'elle s'est entraînée sans relâche pour atteindre son niveau actuel, mais elle n'est pas encore parfaite, car il a décelé une faille dans son style de combat. Les attaques de sa main gauche sont un peu raides, ce qui permet à Beryl de planter son épée dans la poignée de la sienne et de la désarmer. Surna tente de le contrer avec son autre épée, mais Beryl lui balaie la jambe et pointe son épée vers son cou alors qu'elle est au sol. Beryl a officiellement gagné le duel, les autres descendent donc pour le féliciter de sa victoire, et Megan s'excuse sincèrement d'avoir douté de l'habileté de Beryl. Beryl lui dit qu'il n'a pas à s'excuser car il est normal d'être sceptique face à un professeur que l'on n'a jamais vu auparavant, mais maintenant qu'il est satisfait des compétences de Beryl, rien n'empêche Beryl de devenir un instructeur spécial ici. Le lendemain, Beryl rencontre les élèves aventuriers devant un donjon. Ils s'appellent Porta, Nidri et Sarlikatz. Alors qu'ils entrent dans le donjon, la montre magique de Sarlikatz l'avertit qu'il y a 6 monstres à l'horizon, et tout le monde se prépare donc au combat. Beryl et Surna sont là pour s'assurer qu'il ne se passe rien de grave. Alors elle s'assoit et laisse les enfants s'occuper du combat, et lorsqu'ils affrontent les premiers gobelins, ils les battent en un temps record. Le groupe continue d'avancer, et bientôt, ils ont fini d'explorer le donjon sans incident majeur, alors ils retournent tous à l'entrée. De retour en ville, l'entraînement sera terminé, mais Beryl trouve étrange qu'il n'y ait pas eu beaucoup de monstres dans le donjon. Au moment où Porta s'apprête à quitter le donjon, la montre magique de Sarlikatz détecte quelque chose de si puissant qu'elle se brise, et Beryl crie à Porta de s'arrêter, mais il est déjà trop tard. Le petit frère a été enlevé. Porta est toujours en vie, mais il est gravement blessé et a besoin de soins médicaux immédiats. Cependant, Beryl et Surna ne pourront pas l'aider tant qu'elles n'auront pas abattu le monstre, et ce ne sera pas une tâche facile. Ce monstre est une cible spécialement désignée appelée Zénograble, et il est si fort que même les meilleurs aventuriers n'auraient aucune chance, mais les deux n'ont pas d'autre choix que de le combattre. Beryl regrette vraiment d'être venu pour cette mission, mais au moins, il a Surna avec lui, et comme elle est une aventurière de rang noir, elle devrait pouvoir s'occuper du griffon. Et pendant qu'elle fait ça, Beryl prévoit d'aller aider Porta. Mais alors qu'il tend la main pour demander une potion de soin, Surna l'attrape et dit qu'elle va aider Porta à sa place. Beryl n'a même pas le temps de répondre avant que le griffon ne l'attaque soudainement, alors il roule sur le côté, et maintenant il n'a pas d'autre choix que de se battre. Alors que le griffon essaie de le griffer, Beryl part habilement ses coups avec son épée, et quand une opportunité se présente, il vise directement les pattes du griffon. Malheureusement, les écailles autour de ses pattes sont dures comme de la pierre, donc la frappe de Beryl n'a fait aucun dégât. Il est essentiellement coincé à jouer la défense ici, mais il doit faire de son mieux pour gagner du temps afin que Surna puisse mettre Porta en sécurité. Cependant, alors qu'il vérifiait où en était Surna, il a baissé sa garde pendant un bref instant, ce qui a failli lui coûter la vie. Heureusement,
Il a pu bloquer à temps, mais il est tout de même assez gravement blessé, donc il doit trouver un moyen d'abattre cette chose avant qu'elle ne l'achève. Dans des situations comme celle-ci, Beryl concentre généralement ses attaques sur la tête du monstre, mais comme il peut cracher du feu, il ne pourra jamais s'approcher suffisamment lors d'une attaque frontale. À la place, Beryl décide de l'attaquer sur le côté, mais le griffon le repère et contre avec un coup de queue. Pourtant, Beryl parvient tout de même à se reprendre et tranche la queue du griffon d'un seul coup. Cela rend le griffon furieux, alors il tire une énorme boule de feu sur Beryl, qui est obligé de sauter en arrière. Il savait déjà que couper sa queue mettrait le griffon en rage, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il charge droit sur lui. Il enfonce sa tête dans le corps de Beryl, mais même si ça fait vraiment mal, Beryl s'en sort, alors il se repositionne et décide d'attendre que la crise passe. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire, car alors que Beryl s'accroche encore à son dos, le griffon décolle et commence à voler droit vers le haut. Une chute depuis cette hauteur serait fatale pour Beryl, alors il s'accroche de toutes ses forces, mais cela ne fait qu'énerver encore plus le griffon. Il finit par revenir au sol, donc Beryl saute de son dos, mais maintenant le griffon ne se retient plus. Il utilise sa magie pour chauffer le sol autour de lui et transformer la terre en lave, forçant Beryl à se tenir sur un rocher pour éviter d'être brûlé vif. Mais Beryl n'est pas le seul en danger de brûlure, la lave s'écoule dans les grottes, et ce n'est qu'une question de temps avant que les enfants à l'intérieur ne meurent de chaleur. Beryl les entend crier à l'aide, et il n'a plus le temps de s'inquiéter pour sa propre sécurité, alors il commence à courir sur la lave pour attaquer, et pour l'instant ses bottes le protègent. Cependant, alors qu'il affronte le griffon, il n'arrive toujours pas à progresser contre son corps dur. Le griffon commence à lui lancer plus de boules de feu, donc il doit maintenant courir et esquiver sur la lave. À la suite de l'explosion d'une des boules de feu, Beryl est projeté en l'air, mais il utilise cela à son avantage et plante son épée dans l'œil du griffon. Le griffon hurle de douleur et repousse Beryl, et la bonne nouvelle est que l'épée de Beryl est toujours dans son œil, donc il ne peut plus voir. Mais la mauvaise nouvelle est que Beryl n'a plus de lame pour se battre ou parer, et le griffon a l'air sur le point de lui faire vivre un enfer. Juste à ce moment, quelque chose attire l'attention du griffon, alors il lève les yeux, et là, nous voyons Surna sauter d'une falaise avec des lames à la main pour en finir avec le griffon. Elle le percute à pleine vitesse, le faisant tomber au sol, et avant que le griffon ne puisse riposter, elle lui tranche la gorge, le tuant une fois pour toutes. Surna remarque l'épée brisée de Beryl dans l'œil du griffon, et elle s'excuse, car cela ne serait pas arrivé si elle était venue l'aider plus tôt. Beryl lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça. De plus, il est bien plus préoccupé par les apprentis. Juste à ce moment, les enfants sortent de la grotte, et miraculeusement, ils n'ont pas subi de brûlure grave, donc tout s'est bien terminé finalement. Le groupe retourne à la guilde des aventuriers pour rapporter ce qui s'est passé au maître de guilde, et il est choqué d'entendre que Beryl et Surna ont réussi à vaincre un monstre nommé. Surna lui dit que si Beryl n'avait pas gentiment accepté de les accompagner pour la mission, elle serait certainement morte face au griffon. Beryl essaie de mentionner que Surna est celle qui a porté le coup final, mais elle n'est pas intéressée à en tirer le mérite. Le maître de guilde félicite Beryl pour avoir si bien fait son travail et promet de le remercier un jour, mais en attendant, il demande à Beryl s'il serait intéressé à devenir un aventurier, mais Beryl rejette immédiatement cette idée. Après ça, lui et Surna sortent, et Surna s'excuse encore une fois car la seule raison pour laquelle Beryl a été entraînée dans tout ça, c'est parce qu'elle vantait sa force à tout le monde. Beryl lui dit que ça ne le dérange pas, bien qu'il ne pense toujours pas mériter tous les éloges qu'il reçoit. Malgré tout, Surna lui dit qu'il était vraiment fort, et elle est contente d'avoir eu l'occasion de combattre à ses côtés dans une bataille à mort. Beryl la remercie aussi, car toutes les décisions que Surna a prises étaient parfaites, c'est pourquoi ils ont tous pu revenir vivants. Surna est heureuse d'entendre Beryl la complimenter, mais elle ne pense pas les mériter. Cependant, Beryl lui dit qu'elle a mérité chacun de ses compliments, car elle est devenue une aventurière incroyable. Le lendemain, Beryl se lève tôt car il doit s'occuper de son épée brisée, mais il ne connaît toujours pas bien la capitale, alors il demande à Kuruni de le guider vers une forge. Il la remercie d'avoir accepté sa demande si rapidement, mais elle prévoyait déjà d'aller chez un forgeron, donc ce n'est pas du tout un problème. Alucia décide aussi de les accompagner, mais certainement pas parce qu'elle est jalouse. Elle dit qu'elle est là parce que choisir une épée est une décision importante, et elle veut aider Beryl à faire le meilleur choix possible. Mais la vérité est qu'elle a déjà raté toutes ses chances d'avoir un rendez-vous avec Beryl, donc elle ne peut pas laisser cette opportunité lui échapper aussi. Ils arrivent finalement chez le forgeron, et le propriétaire sort pour saluer Kuruni. Juste à ce moment, il remarque Beryl, et il est choqué de voir son maître ici, de tous les endroits. Boldé était l'un des élèves de Beryl il y a des années, et au cas où vous vous poseriez la question, oui, il est plus âgé que Beryl. En fait, il était l'élève le plus âgé que Beryl ait jamais entraîné à l'époque, et la seule raison pour laquelle il s'est entraîné au dojo de Beryl était parce qu'il pensait qu'il était important de savoir utiliser une épée s'il voulait devenir un bon forgeron. Malgré tout, il a toujours pris les leçons de Beryl au sérieux,
et à en juger par les apparences, il a réussi à réaliser son rêve de devenir forgeron. Puisque tout le monde est là, Boldé demande ce qu'il peut faire pour eux, alors Kuruni commence et dit qu'elle a besoin d'affûter son épée courte. Boldé dit qu'il sera heureux de l'aider, alors il lui demande de la lui montrer. Kuruni lui tend son épée, et Boldé l'examine longuement, mais après quelques instants, il la laisse tomber et lui dit qu'il ne peut rien faire car elle a ruiné l'épée. Alucia trouve ça bizarre que Kuruni ait ruiné son épée puisqu'elle est généralement très précise lors de l'entraînement, mais si c'est le cas, alors il n'y a qu'une seule explication pour l'état de l'épée. Beryl se tourne vers Kuruni et lui demande ce qu'elle ressent quand elle tient l'épée courte. Elle y réfléchit et lui dit que l'épée lui semble légère, mais dès que Beryl et Boldé entendent ça, ils savent exactement ce qui ne va pas. Ils lui disent qu'elle n'est pas faite pour utiliser l'épée courte car si tu ne sens pas le poids de ton arme, alors tu ne pourras pas la manier correctement. Cela dit, ils devront lui trouver une nouvelle épée, et Beryl pense qu'une grande épée à 2 mains pourrait lui convenir. Kuruni est petite, mais elle est aussi très forte, donc elle ne devrait pas avoir trop de mal à gérer le poids. Il demande à Kuruni d'essayer de la tenir, et c'est beaucoup plus lourd que ce à quoi elle est habituée, mais pas trop lourd, donc elle devrait pouvoir la manier facilement au combat. Elle décide de l'acheter puisque Beryl est celui qui la lui a recommandé, et elle aime à quel point elle a l'air cool quand elle la porte sur son dos. Maintenant que Kuruni a fini ses achats, Beryl décide de commencer à chercher une nouvelle épée pour lui-même dans la collection de Boldé, mais Alucia insiste pour qu'un épéiste de son niveau devrait avoir une épée faite sur mesure. Beryl ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller aussi loin puisque les épées ici devraient être plus que suffisantes, mais alors qu'il cherche encore, Surna entre avec un énorme sac. Dès qu'Alucia et Surna se croisent du regard, elles commencent à se disputer car elles ne se supportent pas, mais Beryl change de sujet et demande à Surna ce qu'elle fait ici. Surna explique qu'elle est venue car elle a un travail spécial à confier à Boldé. Elle pose son sac sur le comptoir et révèle que c'est la patte du griffon qu'elle et Beryl ont tué. Elle dit à Boldé qu'elle veut qu'il fabrique une épée longue avec ça. Boldé est impressionné car c'est la première fois qu'on lui demande de fabriquer une épée longue à partir du cadavre d'un monstre nommé, mais il se demande pourquoi Surna voudrait une épée longue alors qu'elle est connue pour utiliser des lames jumelles. Elle explique qu'elle veut en fait offrir l'épée à Beryl, mais Beryl ne pense pas mériter une épée aussi fantaisiste. Il rappelle à Surna que c'est elle qui a porté le coup fatal, donc elle mérite de garder la patte du monstre pour elle, mais elle insiste pour lui offrir une épée car c'est la seule façon de compenser l'épée que Beryl a perdue. Boldé intervient soudainement et dit à Beryl d'accepter le cadeau, mais pas parce qu'il est du côté de Surna, c'est parce qu'il a vraiment envie d'essayer de fabriquer une épée géniale à partir des parties d'un monstre nommé. Beryl finit par accepter de se faire fabriquer une épée à partir de la patte du monstre, mais il voit déjà à l'expression de Boldé qu'il va essayer quelque chose de fou. Il rappelle à Boldé qu'il veut juste une épée normale, et Boldé promet de ne rien fabriquer de bizarre, mais pour une raison quelconque, Beryl ne lui fait pas confiance. Dans tous les cas, Boldé dit qu'il lui faudra un certain temps pour terminer son chef-d'œuvre, alors il demande 1 semaine, et Beryl n'a pas de problème avec ce délai. Donc, puisque leurs affaires ici sont terminées, Beryl dit qu'il est temps de partir. Et dès qu'il dit ça, Kuruni s'approche de Beryl et lui demande une petite faveur. Comme elle vient d'acheter une nouvelle épée, elle va devoir apprendre à l'utiliser correctement, alors elle demande à Beryl de lui donner des cours particuliers. Beryl l'informe qu'une grande épée a 2 fonctionnalités principales. Premièrement, tu peux mettre beaucoup de force dans tes coups, il est préférable de frapper latéralement pour bien utiliser ton élan. Deuxièmement, tu peux tenir l'épée par le ricasso pour la manœuvrer plus facilement. Kuruni essaie, et ça lui rappelle des souvenirs car quand elle faisait partie du dojo de Beryl, elle a passé des années à apprendre à manier son épée correctement. Plus tard dans la nuit, Beryl rentre chez lui seul, et en chemin, il remarque une enfant venir dans sa direction. Normalement, il n'y prêterait pas attention, mais alors qu'ils se croisent, elle essaie de fouiller dans la veste de Beryl pour lui voler son argent. Beryl la prend sur le fait et lui attrape le bras pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir, mais soudain, elle lui lance un sort de feu pour le distraire. Son plan fonctionne car Beryl a été obligée de la lâcher pour se protéger. Elle s'enfuit alors dans la nuit et finit par entrer dans un bâtiment délabré avec un groupe d'hommes qui jouent au jeu d'argent à l'intérieur. Alors qu'elle passe devant eux, elle leur donne tout l'argent qu'elle a réussi à voler cette nuit-là, mais les hommes ne sont pas satisfaits du montant, alors ils l'accusent de ne pas faire assez d'efforts. Cependant, leur boss prend la parole et leur dit de se taire car MUI ne ferait jamais exprès de faire ça. Après tout, elle sait qu'il y aura des conséquences si elle s'oppose un jour à lui. Le visage de MUI reste impassible, mais elle sait à quel point le boss peut être cruel, donc elle ne peut pas se permettre de faire encore des erreurs. Cependant, elle réalise soudain qu'elle a fait une énorme erreur, car dans sa hâte de s'enfuir de Beryl, elle a accidentellement laissé tomber sa bague au sol, et Beryl vient de la trouver. Le lendemain, dans la salle d'entraînement, Kuruni s'entraîne toujours avec sa nouvelle épée à 2 mains, et en blitz combat Beryl de l'autre côté de la salle. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi à toucher Beryl une seule fois, alors lorsqu'il charge pour une dernière attaque, il feinte un coup descendant et vise plutôt l'abdomen de Beryl.
Beryl est impressionné par la technique, mais il parvient tout de même à la contrer, et Amblitz perd. Amblitz remercie Beryl pour la leçon, et Beryl le félicite pour ses progrès rapides. Ce mouvement était presque parfaitement exécuté, mais cela n'a pas suffi à surpasser les réflexes de Beryl. Juste à ce moment, Amblitz regarde Kuruni et mentionne qu'il faut beaucoup de courage pour changer d'arme aussi brusquement comme elle l'a fait, mais elle montre un grand potentiel. Et il est vraiment important que l'ordre des chevaliers améliore sa puissance de combat pour pouvoir affronter le groupe de voleurs connus sous le nom de la main sombre du crépuscule. Les voleurs du crépuscule ont récemment commencé leurs opérations dans la capitale, et ils causent beaucoup de problèmes. Alors la garde royale et l'ordre des chevaliers enquêtent, et dès qu'ils localiseront la cachette du crépuscule, ils prévoient de faire une descente et d'arrêter tous les voleurs. Mais pour être en sécurité, ils auront besoin de toutes les forces disponibles, et Kuruni est une véritable force. Bien sûr, Amblitz est sûr que Beryl pourrait à lui seul vaincre les voleurs du crépuscule, mais il ne veut pas le déranger avec un travail aussi ennuyeux, alors il lui dit qu'il peut laisser tout le combat aux chevaliers de l'ordre, mais de toute façon, Beryl n'a pas envie de se battre. Il n'a jamais combattu de criminel auparavant, et il ne prévoit pas de commencer maintenant, mais il se souvient de la bague qu'il a récupérée sur ce pickpocket hier et se demande si elle pourrait aider dans l'enquête. Cependant, dès que Kuruni aperçoit la bague dans sa main, elle pense que Beryl prévoit de l'offrir en cadeau à quelqu'un, et Amblitz est d'accord avec elle. Beryl essaie d'expliquer que la bague n'est pas un cadeau, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Kuruni lui dit qu'il devra peut-être trouver une bague plus grande s'il veut faire sa demande en mariage à Alucia, car celle-ci semble être faite pour un enfant. Beryl ne sait pas d'où lui vient l'idée qu'il va demander quelqu'un en mariage, mais il a enfin l'occasion de parler et d'expliquer qu'il a été la cible d'un pickpocket hier. Il a réussi à attraper sa main avant qu'elle ne vole quoi que ce soit, mais elle a réussi à s'échapper parce que Beryl a été surpris lorsqu'elle a utilisé de la magie de feu contre lui. Kuruni trouve toute cette histoire étrange, car si la fille peut utiliser la magie, elle n'aurait pas besoin d'être pickpocket. La magie est un talent rare, donc toute personne ayant des capacités magiques peut rejoindre l'Institut de magie gratuitement et avoir tous ses frais de subsistance pris en charge. Amblitz suggère que la fille utilisait peut-être un accessoire magique pour lancer le feu, mais dans tous les cas, il demande à Beryl ce qu'il compte faire de la bague. Beryl dit qu'il ne prévoit pas de la garder, et puisque la bague est très probablement volée, il veut la rendre à son propriétaire légitime. Si c'est le cas, Amblitz lui dit qu'il peut laisser la bague à l'accueil de l'ordre des chevaliers, et c'est exactement ce que fait Beryl. Maintenant qu'il s'est occupé de la bague, Beryl ne prévoit pas de s'impliquer davantage dans cette affaire. Il n'a rien perdu à cause du pickpocket, et il n'a pas l'intention de la traquer. Mais en même temps, le regard qu'elle lui a lancé lorsqu'il l'a attrapée ne lui convient pas. En se promenant en ville, Beryl décide de jeter un coup d'œil au marché immobilier, car il ne peut pas vivre indéfiniment dans une auberge, mais les prix lui donnent presque une crise cardiaque. Il pourrait techniquement se le permettre avec ce que lui verse l'ordre des chevaliers, mais c'est quand même une grosse somme à dépenser. Juste à ce moment, il remarque une fille derrière lui, et elle semble chercher quelque chose, alors il s'approche pour voir s'il peut l'aider, mais après l'avoir regardée de plus près, il se rend compte que c'est la fille qui a tenté de le voler la nuit dernière. Il lui demande si elle cherche par hasard une bague, et après l'avoir entendu mentionner la bague, la fille l'attaque parce qu'elle pense qu'il l'a prise, mais Beryl lui demande de se calmer parce qu'il ne veut pas faire de scène. Premièrement, il lui dit qu'il a déposé la bague à l'accueil de l'ordre des chevaliers, donc il ne l'a plus, et la fille ne peut pas exactement entrer dans l'ordre des chevaliers pour la récupérer. Deuxièmement, Beryl lui demande si elle a volé la bague, car il semble étrange qu'elle fasse tant d'efforts pour la récupérer si elle n'est pas importante pour elle. Elle lui dit qu'elle n'a pas volé la bague, et c'est tout ce que Beryl avait besoin d'entendre, alors il lui dit de venir avec lui pour qu'il puisse la récupérer avec elle. MUI hésite un peu à le suivre, mais il lui dit qu'il sera difficile de prouver que la bague est à elle si elle y va seule. Cependant, si Beryl se porte garant pour elle, cela ne devrait pas prendre longtemps pour la récupérer. MUI accepte à contre-cœur de le suivre, mais elle fait comprendre qu'elle n'est pas contente. Après leur arrivée au QG de l'ordre des chevaliers, Beryl récupère la bague, mais avant de la donner à MUI, il dit qu'il aimerait discuter un peu avec elle. Juste à ce moment, Alucia sort, et lorsqu'elle voit Beryl se disputer avec MUI, la première pensée qui lui vient à l'esprit est que ce doit être son enfant secret dont il ne parle jamais, mais Beryl le nie immédiatement. Ils entrent tous à l'intérieur pour que Beryl puisse expliquer toute la situation à Alucia, et maintenant qu'elle est au courant, elle demande à Beryl ce qu'il veut faire avec MUI. Normalement, en tant que chevalier, ce serait le travail d'Alucia d'arrêter MUI pour vol, mais Beryl ne veut pas lui causer de problème. Il demande à MUI si elle arrêtera de pickpocketer s'il la laisse partir, mais elle ne répond pas à la question et lui dit simplement de lui rendre la bague. Il est clair qu'elle n'a pas l'intention d'arrêter de voler, mais le fait qu'elle n'ait pas menti à ce sujet montre à Beryl qu'elle est honnête au fond. Alucia se souvient d'avoir entendu que MUI a utilisé la magie contre Beryl, alors elle lui demande si elle a utilisé un accessoire magique pour le faire ou si c'était naturel. MUI dit qu'elle a fait elle-même,
Alors Alucia explique que si elle a un talent pour la magie, le royaume subviendra à tous ses besoins, donc elle n'a pas besoin de compter sur le vol pour survivre. MUI commence à s'ouvrir un peu, alors elle explique qu'elle ne peut pas s'arrêter parce qu'elle doit payer 5 millions de dalks. Son patron lui a dit que si elle lui payait cette somme, il utiliserait la magie pour ramener sa sœur à la vie, mais elle n'a pas assez de temps pour gagner cet argent légalement, alors elle s'est tournée vers le crime. Beryl réalise immédiatement que le patron de MUI doit lui mentir, car ramener les gens à la vie n'est pas possible, mais il n'y a aucun moyen qu'elle le croie s'il dit cela maintenant. Juste à ce moment, Alucia décide de sortir parce qu'elle a quelque chose à vérifier, et pendant ce temps, Beryl et MUI restent seuls. Beryl lui demande si elle veut manger des cookies, et MUI refuse, mais elle a clairement faim, alors il pense que c'est une bonne idée, alors il part un moment et revient avec une miche de pain pour MUI. Dès qu'il lui tend le pain, MUI commence à le dévorer. Beryl est content de l'avoir rencontré aujourd'hui, car il s'est inquiété pour MUI depuis qu'il a vu ce regard triste sur son visage hier, alors avoir la chance de l'aider un peu le rend heureux. Cela dit, il a retenu assez longtemps, alors il rend la bague à MUI, et maintenant qu'elle a ce qu'elle est venue chercher, MUI dit qu'elle part. Cependant, avant qu'elle ne puisse sortir, Lucie fait irruption parce qu'Alucia lui a parlé du potentiel magique de MUI. Lucie se présente comme la chef du corps magique et invite MUI à rejoindre l'Institut de magie, car les utilisateurs de magie sont toujours les bienvenus. Cependant, MUI refuse l'offre parce qu'elle ne peut pas gagner 5 millions de dalks à l'Institut de magie. Lucie demande à MUI ce qu'elle compte faire de tout cet argent, alors MUI explique qu'elle va payer un sorcier pour ressusciter sa sœur morte. Mais dès qu'elle dit cela, Lucie lui dit qu'elle se fait arnaquer, car la magie de résurrection n'existe pas. Cependant, MUI insiste toujours pour que sa sœur puisse être ressuscitée, car elle l'a vu de ses propres yeux, du moins c'est ce qu'elle croit. Parce que dans son flashback, tout ce que ce soi-disant sorcier fait réellement, c'est faire bouger un peu le cadavre de sa sœur, et MUI était si accablée de chagrin qu'elle a immédiatement cru qu'il pouvait vraiment ressusciter sa sœur. Cependant, le sorcier a dit qu'il en coûterait 5 millions de dalks pour ressusciter complètement la sœur de MUI, alors elle a pickpocketé depuis pour gagner l'argent. Lucie est désolée que MUI soit tombée dans un piège aussi sinistre, mais elle lui dit qu'il n'y a vraiment pas de magie de résurrection. MUI accuse Lucie de mentir, mais Lucie souligne qu'elle est une mage respectée qui a étudié la magie pendant plusieurs siècles, donc si la magie de résurrection existait, elle le saurait bien avant un faux sorcier quelconque. À ce stade, MUI commence à réaliser qu'elle a peut-être été trompée, alors Lucie lui demande le nom du sorcier qui a déclenché tout cela. MUI demande pourquoi elle veut savoir, alors Lucie explique qu'elle prévoit de le confronter et de déterminer s'il ment à propos de la magie de résurrection ou non. Dans le cas improbable où il dirait la vérité, alors Lucie promet de payer personnellement les 5 millions de dalks pour ressusciter la sœur de MUI. Mais si l'homme ment, cela signifie qu'il a déshonoré l'âme de la sœur de MUI, et Lucie refuse de laisser passer cela. MUI l'informe que le nom de l'homme est Twilight, et c'est le nom du chef des voleurs du crépuscule, alors Lucie demande à MUI de l'emmener immédiatement à lui. Alucia dit qu'elle veut venir aussi, mais avoir un chevalier autour attirait trop l'attention, alors elle demande plutôt à Beryl de l'accompagner. Avant longtemps, ils arrivent à l'entrée du repère de Twilight, et Beryl est surpris qu'un repère de voleurs soit situé juste à côté de la route principale. Beryl commence à regretter de ne pas avoir emprunté une vraie épée pour ce combat, mais Lucie l'assure qu'avec ses compétences, une épée en bois devrait être plus que suffisante pour affronter quelques bandits. Il n'y a plus de raison d'attendre, alors Lucie fait exploser un trou dans la porte d'entrée, et ils sont immédiatement confrontés à un groupe de voleurs. Un des voleurs essaie d'attraper Lucie, mais elle n'a pas le temps de s'occuper de perdants comme lui, alors elle le repousse et demande à Beryl de s'occuper du reste pendant qu'elle va s'occuper de Twilight. Les voleurs repèrent MUI derrière Beryl, et ils réalisent que c'est elle qui les a dénoncés, alors l'un d'eux essaie de l'attaquer, mais Beryl lui donne rapidement un coup dans la gorge. Il n'a qu'une épée en bois, donc les bandits survivront probablement, mais se prendre un coup dans la gorge avec une épée en bois fait toujours un mal de chien. Alors il commence à hésiter. Pendant que Beryl s'occupe de tout le monde à l'étage, Lucie descend au sous-sol pour affronter Twilight, et dès qu'il la voit, il utilise un accessoire magique pour faire tomber des boules de glace sur Lucie. Cependant, Lucie est une maître mage, donc quelque chose comme ça ne pourrait jamais l'arrêter. Elles font la glace, mais Twilight a d'autres accessoires magiques dans sa manche, alors il utilise de la magie de télékinésie pour soulever Lucie, et Lucie réalise que c'est ce qu'il a dû utiliser pour tromper MUI. Twilight admet qu'il a utilisé la télékinésie pour bouger le cadavre de sa sœur et a prétendu que c'était de la nécromancie, et il trouve toujours drôle à quel point MUI était crédule pour croire qu'il pouvait vraiment ressusciter les gens. Il prépare ensuite une boule de feu pour tenter de finir Lucie, mais la patience de Lucie est à bout, alors elle lance un sort de vent devant Twilight et l'assomme avec une onde de choc. Pendant ce temps, à l'étage, Beryl vient de finir de battre la plupart des bandits, mais l'un d'eux se relève et commence à accuser MUI d'être une ingrate après tout ce que Twilight a fait pour elle. Mais cela met Beryl en colère, alors il lui donne à nouveau un coup dans la gorge et assomme le type. Finalement,
Lucy sort du sous-sol avec le corps de Twilight, et elle lui ordonne de dire la vérité à MUI, à moins qu'il ne veuille recevoir une autre rafale de vent. Twilight avoue à MUI qu'il a menti à propos de la magie de résurrection, et MUI est dévasté d'entendre cela, car cela signifie que sa sœur est vraiment partie pour toujours. Maintenant qu'ils ont éliminé tous les bandits, Lucy dit qu'elle va appeler l'ordre des chevaliers pour qu'ils puissent arrêter Twilight et son équipe. Plus tard, tous les bandits ont été chargés sur un chariot et vont être emmenés en prison. Alucia remercie Beryl et Lucy pour leur aide, mais il reste encore beaucoup d'enquêtes à faire, car ces accessoires magiques que Twilight utilisait étaient bien trop puissants pour quelqu'un comme lui pour les acquérir seul. Cela signifie qu'il doit y avoir quelqu'un qui tire les ficelles, et ils doivent découvrir qui est cette personne. Alors que Twilight et les autres bandits sont emmenés, un homme observe depuis l'ombre. L'homme encapuchonné pointe alors sa main vers le chariot, et soudain, le corps de Twilight commence à briller de l'intérieur, juste avant qu'il ne meure d'une mort douloureuse. L'homme encapuchonné va ensuite rendre compte à son patron que Twilight a été réduit au silence grâce à l'appareil magique qu'ils lui ont implanté, donc il n'y a aucun risque que leur plan soit divulgué. Le pape est heureux d'entendre cela, car il a l'intention d'utiliser ces cadavres que Twilight a rassemblés pour lui pour recréer un miracle de ses propres mains, et il ne laissera rien l'arrêter. Le lendemain, après que Beryl a fini d'entraîner les chevaliers, Alucia s'approche de lui car elle a quelque chose à lui dire. Elle informe Beryl que, pendant le transport de Twilight la veille, celui-ci a soudainement explosé sans raison, ne laissant derrière lui qu'un dispositif magique. Le noyau magique enquête actuellement sur les origines de cet objet, mais n'a encore rien trouvé. Beryl demande ce qu'il est advenu des cadavres qui ont disparu sous la garde de Twilight, et Alucia répond qu'elle a déjà interrogé certains des subalternes de Twilight, mais qu'aucun ne semble savoir ce qu'il a fait des corps. Tout cela indique que Twilight prenait ses ordres de quelqu'un d'autre, et ils doivent découvrir qui c'est au plus vite. Plus tard dans la journée, Beryl retourne à la forge pour récupérer sa nouvelle épée, et il est vraiment impressionné par le résultat. Il a hâte de l'essayer une fois de retour à la salle d'entraînement avec Kuruni, mais en approchant, il aperçoit Lucy qui l'attend dehors. À en juger par son expression, elle est là pour une affaire importante. Elle lui dit qu'elle a quelque chose d'urgent à discuter et l'invite chez elle pour en parler. Quelques minutes plus tard, ils arrivent chez Lucy, et Beryl est surpris de découvrir qu'elle vit dans un manoir aussi impressionnant. Pendant qu'il est là, il demande des nouvelles de MUI, et Lucy lui répond qu'elle essaie toujours de la convaincre d'étudier la magie. Ils entrent tous les deux, et après s'être servi une tasse de thé, Lucy décide de présenter Beryl à l'homme assis en face de lui. Il s'appelle Ibrois Allemand et est un prêtre de l'église de Sven. Beryl est heureux de faire sa connaissance, mais il ignore pourquoi quelqu'un de l'église est présent. Lucy explique que les dispositifs magiques que Twilight possédait ont tous été créés par la nation de Sven, mais qu'ils ont été transmis à un criminel comme Twilight par un évêque nommé Revéo Sarlin. En échange de ces artefacts, l'évêque Revéo a demandé à Twilight de lui collecter des cadavres. Cela explique pourquoi Twilight a fini par être réduit au silence par un dispositif magique, mais Beryl ne comprend toujours pas pourquoi Revéo voulait des corps en premier lieu. Ibrois lui révèle que, dans l'église de Sven, la magie est considérée comme un miracle, et parmi tous les miracles possibles, il en est un réputé comme le plus difficile, ressusciter les morts. Bien sûr, Ibrois ne croit pas vraiment que cela soit possible, mais Revéo mène très probablement des recherches à ce sujet, d'où sa quête de cadavres. Si Ibrois sait tout cela, demande Beryl, pourquoi n'avez-vous encore rien fait pour arrêter Revéo ? Mais malheureusement, ce n'est pas si simple. Revéo se trouve actuellement à l'église de Sven dans le quartier nord de la ville, et l'ordre des chevaliers prévoit de le convoquer demain pour l'interroger. Espérons qu'il se pliera à cette demande, mais il pourrait aussi tenter de fuir vers la frontière. Si Revéo parvient à retourner en Sven, l'ordre des chevaliers ne pourra plus rien contre lui, d'où leur demande d'aide à Beryl. Ils ont besoin de quelqu'un pour capturer Revéo s'il tente de s'enfuir. Normalement, l'ordre des chevaliers ou le corps magique pourrait facilement l'arrêter, mais agir avec une telle agressivité contre un évêque de Sven pourrait provoquer un incident diplomatique. Ibrois ne peut pas non plus s'en charger, car il n'a pas l'autorité nécessaire pour s'opposer à un évêque. Beryl, en revanche, est assez fort pour maîtriser Revéo et n'a aucune affiliation officielle avec le royaume de Libru, ce qui rend son intervention politiquement acceptable. Lucy a déjà informé Alucia de la situation, donc Beryl a toute latitude pour faire ce qu'il faut afin d'arrêter Revéo, mais seulement s'il fuit. Si les accusations portées contre lui sont vraies, Lucy veut s'assurer que Revéo soit puni pour ses actes. Beryl, quant à lui, ne se soucie guère qu'un évêque tente de ressusciter les morts, mais il y a une chance qu'il puisse récupérer le corps de la sœur de Muyi pour elle. La sœur de Muyi ne reviendra pas à la vie, mais si Muyi avait l'occasion de faire son deuil correctement, elle pourrait peut-être tourner la page. C'est pourquoi Beryl finit par accepter la requête de Lucy. Lucy lui est reconnaissante et promet de le récompenser généreusement. Mais alors que Beryl ouvre la porte pour partir, il tombe sur Muyi, qui rentre juste de course.
Muyi ne s'attendait pas à le voir aujourd'hui et lui demande ce qu'il fait là. Beryl répond qu'il est juste venu discuter rapidement avec Lucy, mais il est aussi heureux d'avoir revu Muyi, et encore plus ravi de constater qu'elle va bien. Muyi a encore du mal à comprendre pourquoi Beryl et Lucy ont fait tant d'efforts pour l'aider. Elle était une voleuse qui a tenté de le dérober, pourtant ils l'ont sauvée de Twilight, lui offrent un toit et prennent soin d'elle. Elle ne comprend pas pourquoi il se soucie autant d'elle, et Beryl sait qu'elle doit être déboussolée par ce changement radical dans sa vie. Mais il lui dit de ne pas trop réfléchir. Aucun des adultes ici ne la trompera ou ne profitera d'elle comme Twilight l'a fait. Elle peut désormais se détendre et profiter de sa jeunesse. Muyi demande s'il est vraiment acceptable qu'elle mène une vie heureuse, et Beryl l'assure qu'un avenir brillant l'attend. Il tente de lui tapoter la tête, mais Muyi repousse sa main car elle n'aime pas être traitée comme une enfant. Beryl décide de la laisser tranquille pour l'instant, sachant qu'elle finira par s'habituer à son entourage. Peu après, il quitte la maison de Lucy. Plus tard dans la soirée, Beryl rôde autour de l'église du quartier nord pour voir si Reveo prépare quelque chose. Effectivement, il découvre que Reveo et ses hommes chargent leurs affaires pour fuir le pays. Il tente de les intercepter par l'arrière, mais un homme en cape l'arrête. L'homme reconnaît Beryl comme celui qui a vaincu tous les sbires de Twilight et avait anticipé qu'il serait envoyé pour les stopper. Beryl sait que cela ne marchera pas, mais il les informe tout de même que Reveo doit se présenter pour interrogatoire demain et n'a donc pas le droit de quitter le pays. Comme prévu, Spur ignore complètement cet ordre et appelle 3 épéistes pour s'occuper de Beryl. Il leur donne même la permission d'utiliser la magie contre lui. Les 3 hommes joignent alors la pointe de leurs lames et psalmodient un sort pour augmenter leur force et leur vitesse. Ils deviennent bien plus rapides qu'avant, ce qui rend la tâche difficile pour Beryl. Pendant que ces 3-là occupent Beryl, Reveo et Spur retournent dans l'église pour finir leurs préparatifs et s'enfuir. Cela fait longtemps que Beryl n'a pas eu à combattre avec l'intention de tuer, mais s'il se retient contre ces hommes, il ne sortira pas vivant. Alors, lorsque le premier charge, Beryl esquive avec agilité et lui tranche la poitrine. Les 2 autres réalisent alors à quel point il est dangereux et l'attaquent ensemble pour le retarder pendant que des renforts approchent. Maintenant, Beryl est encerclé par 5 adversaires boostés, et même pour lui, c'est trop à gérer seul. Heureusement, il n'est pas seul. Alors qu'un épéiste s'apprête à le frapper, un sort de vent lui arrache son arme des mains. Ficelle arrive en courant et annonce à Beryl qu'elle est là pour l'aider, tout comme Kuruni. Mais Beryl ne comprend pas leur présence, car l'idée était justement que l'ordre des chevaliers et le corps magique ne s'impliquent pas directement. Les 2 expliquent qu'elles ne sont pas là sous ordres officiels. Elles passaient par hasard et ont décidé de prêter main forte à Beryl. C'est tout. Beryl n'est pas sûr que ce soit ainsi que les choses fonctionnent, mais il est heureux de leur aide. Ensemble, ils commencent à abattre leurs assaillants. À un moment, Beryl croise le fer avec l'un des épéistes, et peu après, la lueur bleue sur son corps s'estompe. L'épéiste se fige et s'effondre, permettant à Beryl de l'assommer, bien qu'ils ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Ficelle explique que leurs sorts de renforcement doivent s'estomper, ce qui provoque un contre-coup et les affaiblit, les rendant faciles à vaincre. Mais d'autres renforts arrivent, alors Ficelle et Kuruni disent à Beryl qu'elles peuvent gérer la situation ici et qu'il doit poursuivre Reveo. Beryl les remercie et se précipite dans l'église pour traquer Reveo, mais avant qu'il ne l'atteigne, Spur s'interpose tandis que Reveo commence à incanter un sort. Il déclare à Beryl qu'il sera le premier à assister au miracle de la vie que Reveo a étudié toute sa vie. Une fois le sort achevé, les cercueils à proximité se mettent à trembler. Peu après, les cadavres à l'intérieur bougent. Il semble que Reveo ait réussi ses recherches sur la magie de résurrection, ou du moins à moitié, car ces personnes ne sont guère plus que des zombies. Parmi eux, Beryl reconnaît la sœur de Muyi et se souvient à quel point Muyi désirait sa résurrection. Mais il sait aussi qu'elle ne voudrait pas la voir dans cet état. Il doit donc faire un choix difficile, il va devoir détruire les cadavres. Alors qu'un zombie lui attrape la jambe, Beryl lui tranche la tête. Le zombie s'embrase alors de flammes bleues, et Beryl répète l'action avec les autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la sœur de Muyi. Il voulait offrir à Muyi une chance de faire son deuil en lui rendant le corps de sa sœur, mais cela semble désormais impossible. Il s'excuse avant de lui trancher la nuque. Le corps de la sœur de Muyi se consume en flammes bleues, ne laissant qu'une bague derrière lui. Mais les ennuis de Beryl ne sont pas terminés, car Spur revient pour en finir et charge avec toute sa force. Beryl par son attaque initiale, mais Spur est bien plus habile que prévu et parvient à le surprendre, le poignardant à l'épaule. Cela ne signifie pas pour autant que Beryl va se laisser faire. Il se ressaisit et court droit sur Spur avec détermination. Alors que Spur tente de le frapper, Beryl esquive et lui entaille l'épaule. Spur n'aurait jamais imaginé qu'un vieil homme comme Beryl puisse le suivre malgré son boost magique, mais il a encore une carte dans sa manche. Il sort une dague et se poignarde le flanc pour gagner un surplus de puissance. Il charge une nouvelle fois Beryl,
qui a désormais du mal à suivre la vitesse de Spur. Des entailles apparaissent sur tout son corps. Il est clair que Spur est l'un des adversaires les plus coriaces que Beryl ait jamais affrontés, mais il n'est pas question d'abandonner. S'il ne peut égaler la vitesse de Spur, il doit le surpasser en stratégie. Alors, lorsque Spur porte une nouvelle estocade, Beryl se penche pour parer avec son épaule. Certes, il subit une grave blessure, mais cela lui offre l'ouverture nécessaire pour franchir la garde de Spur et lui balafrer la poitrine. Normalement, cela aurait dû suffire à le mettre à terre, mais contre toute attente, Spur tient toujours debout. Même lorsque le contre-coup de ses bœufs le frappe, il continue d'avancer vers Beryl, bien que son corps saigne de partout. Beryl lui ordonne de s'arrêter car il a déjà perdu ce combat, mais tant qu'il respire, Spur ne cessera jamais de se battre. Beryl est à la fois impressionné et horrifié par sa résilience, mais ses blessures finissent par avoir raison de lui, et il s'effondre, mort. Maintenant que tout est terminé, Beryl sort et constate que Kuruni et Ficelle ont capturé Revéo. Il les remercie pour leur excellent travail. Il se tourne ensuite vers Revéo, mais aucun remords ne se lit sur son visage. Même en apprenant la défaite de Spur, il se contente de dire « Spur a dû se sacrifier avec joie pour notre cause ». Et même s'ils l'ont capturé, cela ne changera rien, car à moins qu'un miracle par le sang ne soit créé, le monde est condamné. Beryl ignore ce que Revéo raconte, supposant qu'il délire. Le lendemain matin, il rencontre Lucie pour lui raconter tout ce qui s'est passé. Mais il est toujours contrarié de n'avoir pu ramener intact le corps de la sœur de Muyi. Lucie voit qu'il est affecté et, pour le remonter le moral, lui dit de la suivre pour recevoir la récompense promise. Elle le conduit à une maison au centre de la ville et lui annonce « Voici ta récompense ». Beryl est stupéfait, il cherchait justement une maison récemment, donc cela tombe à pic. Lucie l'encourage à visiter les lieux, et à sa grande surprise, il trouve Muyi en train de balayer le couloir. Il lui demande ce qu'elle fait là, et Lucie explique que, la veille, elles ont discuté et que Muyi a décidé de s'inscrire à l'académie de magie. Mais pour cela, elle a besoin d'un tuteur légal. À partir d'aujourd'hui, elle vivra donc avec Beryl, qui sera comme un père pour elle. Cela fait 5 jours que Beryl a emménagé dans sa nouvelle maison, et bien qu'il soit ravi de posséder une maison avec un jardin et des sanitaires intérieurs, il ne s'y est pas encore habitué. Cela, et le fait qu'ils doivent maintenant s'occuper seuls d'une adolescente. Muyi descend pour prendre son petit déjeuner, et Beryl lui demande si elle aime la nourriture qu'il a préparée, mais tout ce que Muyi répond, c'est que ça lui convient tant que c'est comestible. Changeant de sujet, Beryl propose de laver les vêtements de Muyi de la veille, mais Muyi dit qu'elle peut s'en occuper elle-même, ce qui serait bien, mais la dernière fois que Beryl l'a laissé laver ses vêtements, elle s'est contentée de les asperger d'eau et a considéré que c'était fait. Il y a quelques secondes de silence gênant après cela, jusqu'à ce que Muyi finisse par parler, mais elle n'essaie pas de engager la conversation ou quoi que ce soit, elle veut juste demander la permission d'aller aux toilettes. Beryl lui rappelle que c'est aussi sa maison, donc elle n'a pas besoin de demander la permission pour ce genre de choses. Muyi dit qu'elle comprend et promet qu'elle ne demandera plus jamais la permission à Beryl pour quoi que ce soit à partir de maintenant, mais avec la façon dont elle l'a formulée, Beryl a l'impression que cela posera problème plus tard. Beryl a eu beaucoup d'expérience avec des adolescents du même âge que Muyi, mais c'est une toute autre histoire maintenant qu'il en a un à charge. Dans tous les cas, il sera difficile de vivre avec elle si elle est sur ses gardes avec lui tout le temps, donc il doit trouver un moyen de briser la glace avec elle. Il se souvient que Kuruni et Ficelle adorent les brochettes du marché, alors il en achète une pour Muyi, et elle dit qu'elle l'aime bien, mais elle ne montre pas beaucoup de réaction visuelle. La prochaine étape du plan de Beryl pour créer des liens avec Muyi est d'aller au théâtre avec elle et de voir une pièce. Il demande à Muyi si elle aimerait y aller avec lui, et elle accepte, alors les deux profitent de la pièce, et une fois terminés, ils ont une véritable conversation à son sujet, ce qui est un excellent début pour créer des liens. Le lendemain matin, Muyi sort car c'est son premier jour d'école, et Beryl l'accompagne pour lui apporter un soutien moral. Elle lui dit qu'il n'a pas besoin de faire ça, mais Beryl insiste car, en tant que son tuteur, il doit se rendre à l'école au moins une fois, bien que Beryl n'ait aucun intérêt personnel pour l'institut de magie. Ils arrivent bientôt aux portes de l'institut, et l'endroit est beaucoup plus grand que ce à quoi Beryl s'attendait, donc cela pourrait leur prendre un certain temps pour s'orienter. C'est alors qu'une femme les interpelle et leur demande si ce sont eux la nouvelle élève transférée et son parent. Beryl confirme. Alors la femme se présente comme Kinra et leur dit qu'elle est enseignante ici à l'Institut de magie. Elle propose de leur montrer où aller, et Beryl la remercie pour son aide car il n'avait aucune idée de comment se repérer ici. En marchant dans les couloirs, Kinra demande à Beryl qui les a présentés, lui et Muyi, à l'Institut de magie, alors Beryl lui dit que c'était Lucie. Kinra est surprise d'apprendre que la directrice de l'Institut de magie les a personnellement invités ici, mais une lettre de recommandation comme celle-ci permettra à Muyi de sauter le test d'aptitude, donc ils peuvent l'inscrire immédiatement. Kinra demande à Muyi si elle a déjà décidé d'une spécialité magique, mais ni Muyi ni Beryl n'en ont entendu parler auparavant.
Kinra explique qu'il existe plusieurs systèmes de magie, et que la plupart des sorciers ont leurs forces et leurs faiblesses, donc Muyi devra en choisir un sur lequel se concentrer. Muyi lui dit que la seule chose qu'elle sait faire est de produire des flammes, alors Kinra pense que la magie offensive serait la meilleure option pour Muyi, mais Beryl est encore un peu confus. Kinra poursuit en expliquant qu'il existe 5 catégories de magie: offensive, défensive, de soins, d'amélioration et de style de vie. Produire des flammes est un type de magie offensive. C'est pourquoi Kinra l'a suggéré à Muyi. Quoi qu'il en soit, maintenant que la spécialité de Muyi a été décidée, Kinra lui demande si elle souhaite rester dans les dortoirs de l'Institut ou non. Beryl et Muyi ne savaient même pas qu'il y avait des dortoirs, alors Kinra leur demande s'ils veulent faire une visite, et ils acceptent. Kinra conduit Beryl et Muyi vers les dortoirs féminins, et cet endroit est immense. Il y a une salle à manger où les élèves ont 3 repas par jour, un bain, et même des chambres entièrement meublées pour chaque élève. Muyi semble vraiment aimer les dortoirs, et Beryl trouve aussi que ça a l'air plutôt bien, mais il s'inquiète que Muyi ne s'intègre pas bien avec les autres enfants là-bas. Elle reste froide et distante quand il lui parle, donc il pense qu'il serait peut-être préférable qu'elle continue à vivre avec lui pendant un certain temps. Cependant, il lui vient bientôt à l'esprit qu'elle agit peut-être ainsi uniquement parce qu'il est un vieil homme, donc elle pourrait avoir plus de facilité à s'entendre avec des gens de son âge. Il passe par hasard devant un restaurant à saucisses, et il semble que l'endroit est une promotion aujourd'hui, alors Beryl demande à Muyi si ça lui convient de s'arrêter ici pour le déjeuner. Muyi n'a aucune objection, mais lorsqu'ils entrent, l'endroit est bondé d'amateurs de saucisses, ne laissant aucune place pour s'asseoir. Cependant, alors que Beryl s'apprête à partir, il entend quelqu'un l'appeler, alors il regarde autour de lui et voit Surna lui faire signe. Elle dit à Beryl qu'il est libre de venir s'asseoir à sa table s'il le souhaite, et Beryl décide d'accepter son offre. Beryl et Muyi s'assoient à la table de Surna, et comme il est là, il en profite pour la remercier pour la nouvelle épée car elle lui a vraiment été utile l'autre jour. Surna lui dit qu'il n'y a pas besoin de la remercier, mais elle est aussi un peu curieuse à propos de la fille qui accompagne Beryl, alors elle lui demande qui elle est. Beryl lui dit que c'est une longue histoire, mais pour faire simple, Muyi est maintenant sa fille, et elle vit dans sa maison. Surna manque de s'étouffer avec sa boisson en entendant cela, mais une fois qu'elle a repris son calme, elle s'excuse pour sa réaction. Juste à ce moment-là, leur nourriture arrive, et pendant qu'ils mangent, Beryl demande à Surna ce qu'elle a fait récemment. Elle lui dit qu'il y a eu beaucoup de chasse aux monstres près de la capitale ces derniers temps, surtout parce qu'une délégation de la nation de Sven viendra bientôt. Beryl ignorait tout cela, mais il y a apparemment une réunion annuelle entre toutes les nations, et la guilde est chargée de chasser tous les monstres de la zone pour assurer la sécurité de la délégation. Une fois qu'ils ont tous fini leur repas, ils sortent, et Beryl dit à Muyi qu'elle peut rentrer sans lui car il doit maintenant se rendre à l'ordre des chevaliers. Mais avant de partir, il dit à Surna que Muyi va fréquenter l'institut de magie, donc il apprécierait qu'elle puisse lui donner quelques mots d'encouragement. Surna est surprise d'apprendre que Muyi a un talent magique, alors elle se rapproche de Muyi et lui dit qu'elle ferait mieux de travailler dur car les autres élèves de l'institut de magie ne rigolent pas, et avec Beryl comme tuteur, elle ferait mieux de ne perdre contre personne. Muyi dit qu'elle sait déjà à quel point Beryl est fort pour un vieil homme, mais entendre Muyi appeler Beryl un vieil homme met Surna en colère. Elle s'apprête à crier, mais Beryl la calme avant qu'elle ne fasse quelque chose qu'elle pourrait regretter. Surna s'excuse pour s'être emportée comme ça, mais elle veut juste que Muyi comprenne à quel point Beryl est un homme formidable, et Muyi admet qu'elle sait par expérience à quel point Beryl peut être cool. Après cela, Muyi dit au revoir et commence à rentrer chez elle, et Beryl est surpris car il a semblé que Muyi s'est un peu ouverte à Surna pendant qu'il parlait. Surna dit à Beryl que Muyi a un solide potentiel en elle. Elle est encore un peu brute, mais c'est une fille honnête, donc elle est destinée à aller loin. Beryl est content de l'entendre, mais pour que Muyi atteigne son plein potentiel, elle a besoin d'un environnement parfait pour grandir, et Beryl n'est toujours pas sûre s'il est préférable qu'elle reste avec lui ou qu'elle aille au dortoir. Sur le terrain d'entraînement, Beryl parle à Alucia de Muyi et demande s'il est préférable que Muyi emménage dans les dortoirs ou qu'elle continue à vivre avec lui. Alucia panique dès qu'elle entend que Muyi vit avec Beryl car personne ne lui en a parlé, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Kuruni vient et dit à Beryl que les dortoirs sont mieux car il n'y a pas de temps de trajet et elle a des repas gratuits tous les jours. Beryl connaît les avantages des dortoirs, mais il s'inquiète encore un peu que Muyi ne puisse pas s'adapter à vivre avec d'autres personnes. Cependant, Amblitz vient et lui dit que la seule façon pour Muyi de se sentir à l'aise avec de nouvelles personnes est qu'elle en rencontre. Alucia se joint aussi et dit que Muyi devrait aller au dortoir, mais pas parce qu'elle y a vraiment réfléchi, elle ne veut juste pas que Muyi continue à vivre avec Beryl. Plus tard dans la soirée, Beryl se rend au bureau de Lucie pour lui demander son avis sur la question. Logiquement parlant, Lucie pense que les dortoirs sont mieux, bien qu'elle soit sûre que Beryl a ses raisons de s'inquiéter autant à ce sujet. Juste à ce moment-là, Ficelle entre car elle a un rapport à donner à Lucie, et comme elle est là, Lucie décide de demander à Ficelle ce qu'elle pense des dortoirs. Ficelle dit qu'il n'y a littéralement aucune raison de rester loin des dortoirs car c'est tellement pratique,
mais elle se demande pourquoi Beryl et Lucie en parlent maintenant. Lucie rappelle à Ficelle Muilly, la fille qui était transférée à l'Institut de magie, et Ficelle s'en souvient car elle pourrait finir par lui enseigner à un moment donné. Beryl est confus, alors il lui demande ce qu'elle veut dire, et Lucie explique que l'Institut manque de personnel en ce moment, donc Ficelle est devenue instructrice ici en raison de son incroyable talent. Ficelle est vraiment fière d'elle-même, et Beryl est fier de voir à quel point elle est incroyable, mais il doit encore régler son dilemme avec Muilly. Beryl se lève soudainement, et par quart il a beaucoup de choses à réfléchir. Il a essayé de donner à Muilly la meilleure vie possible en tant que son tuteur, et cela l'a rendu heureux quand Muilly a accepté d'emménager avec lui, mais il a aussi vu à quel point Muilly avait l'air excitée quand elle a vu les dortoirs, donc il sait quelle est la meilleure option. Un peu plus tard, Beryl rentre chez lui avec un sac de course, et dès qu'il pose le sac, Muilly lui demande s'il peut l'aider avec quelque chose. Elle entend un bruit étrange venant de la commode depuis un moment maintenant, et elle ne sait pas ce que c'est. Beryl décide de jeter un coup d'œil, donc il se baisse pour voir s'il peut aussi entendre le bruit, et il y a définitivement quelque chose là. Il soulève la commode et la déplace pour voir ce qui cause le bruit, et à sa surprise, il trouve un trou dans le mur. Quelques secondes plus tard, quelques rats sortent, et Muilly ne semble pas trop dérangée car elle a vécu toute sa vie dans des bâtiments infestés de rats, mais Beryl, quant à lui, passe en mode combat et se prépare à expulser les rats de l'existence. Il parvient à en chasser un par la porte, mais les deux autres élaborent une stratégie et courent sous la table pour que Beryl ne puisse pas les atteindre avec un balai. Beryl est obligé de s'adapter, donc il enlève sa chemise et essaie de l'utiliser pour attraper les rats, mais il continue à l'éviter à chaque fois. Finalement, Beryl en a assez et renverse carrément la table, et il parvient à écraser un rat en dessous, mais il en reste encore un à gérer. Il le suit dans la salle de bain, et il court autour de la baignoire, donc il essaie de l'attraper avec ses mains. Beryl n'aurait aucun problème à l'attraper s'il s'agissait d'une personne, mais il ne comprend pas comment pensent les rats, donc il continue juste à essayer de l'attraper. Cependant, le rat continue à le distancer et parvient même à courir sur le bras de Beryl pour l'éviter. Cependant, avant qu'il ne puisse s'échapper, Muilly bloque le chemin du rat avec une petite flamme. Cela effraie suffisamment le rat pour qu'il saute en arrière, et cette ouverture était plus que suffisante pour que Beryl l'attrape en l'air. Avec cela, le dernier rat a été attrapé, mais Beryl est surpris que Muilly se soit donné la peine de l'aider même si elle est habituée aux rats. Après cela, Beryl obtient une boule répulsive à rats auprès d'un de leurs voisins pour que les rats ne reviennent pas, puis retourne dans la cuisine pour commencer à préparer le dîner. Il commence à réaliser que Muilly n'est peut-être pas aussi froide qu'il le pensait au départ. Elle est venue lui demander de l'aide quand elle a entendu un bruit étrange, et elle l'a même aidé à attraper le rat, bien qu'elle ait dit que cela ne la dérangeait pas. Si elle peut travailler avec d'autres personnes comme ça, alors peut-être qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter qu'elle vive dans les dortoirs. Juste à ce moment-là, Muilly entre dans la cuisine, donc Beryl lui dit qu'elle devra attendre un peu plus longtemps avant que le dîner soit prêt. Cependant, Muilly dit qu'elle veut en fait aider Beryl à préparer la nourriture, et cela rend Beryl heureux car cela signifie qu'elle se réchauffe vraiment avec lui. Un peu plus tard, Muilly et Beryl s'assoient pour dîner, et Beryl la remercie pour son aide. Elle lui dit que ce n'est pas un problème, mais elle prévoit d'améliorer ses compétences culinaires pour pouvoir bientôt préparer le dîner toute seule. Beryl est un peu confus puisque les dortoirs lui fourniraient des repas, mais Muilly lui dit qu'elle ne veut pas rester dans les dortoirs, elle préfère rester avec Beryl et faire la navette depuis ici. Beryl essaie de la convaincre que les dortoirs seraient mieux, mais Muilly a déjà pris sa décision. Beryl la gâte toujours avec tant de gentillesse, et elle aimerait lui rendre l'appareil, donc elle veut l'aider autant que possible. Beryl est touché d'apprendre que Muilly tient vraiment à lui, donc il accepte de la laisser rester ici si c'est ce qu'elle veut vraiment. C'était la fin de l'épisode 7. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.